Le rendez-vous amoureux commence rarement dans le présent. Il naît dans le passé psychique qui n'a jamais été clos. Lorsque deux regards se croisent et que quelque chose semble inévitable, ce n'est pas l'autre qui appelle, c'est une image ancienne qui s'éveille. Le partenaire apparaît comme un miroir mobile, animé, capable de refléter des contenus que la conscience n'a jamais osé reconnaître. Le fascinat initial n'est pas de l'amour, c'est une reconnaissance inconsciente de quelque chose de familier qui est resté sans nom pendant des décennies. Dans ce miroir vivant, la psyché projette ce qu'elle ne peut supporter de porter seule. Vertu gonflée, défaut démonisé, promesse silencieuse de complétude. L'autre n'est pas vu comme un sujet, mais comme un symbole. L'esprit amoureux n'aime pas la personne, il aime l'image qui doit exister pour soutenir sa propre structure interne. C'est pourquoi l'intensité précède souvent la connaissance. Moins on en sait sur l'autre, plus il y a d'espace pour l'inconscient d'agir. Le vide d'informations réelles devient la scène idéale pour des fantasmes archaïques. Le partenaire commence à porter des attentes qui ne pourraient jamais être humaines. Lorsque la réalité commence à émerger, le conflit n'est pas avec l'autre, mais avec la rupture de la projection. Le miroir commence à se fissurer. Et ce qui semblait magie révèle sa véritable nature. Un dialogue non résolu entre des parties fragmentées de la propre âme. L'idéalisation est le mécanisme le plus sophistiqué de l'illusion amoureuse. En élevant le partenaire à un endroit presque sacré, l'individu transfère à l'extérieur ce dont il a perdu le contact à l'intérieur de lui-même. L'autre devient le porteur de la beauté, de la force, de la sécurité et de la rédemption. Aimer, à ce stade, c'est adorer sa propre absence reflétée. Cette élévation initiale n'est pas de l'innocence, c'est un besoin psychique. L'inconscient cherche désespérément une image qui représente la totalité perdue. C'est pourquoi l'amour idéalisé porte une promesse silencieuse de salut. Il ne s'agit pas d'être ensemble. Il s'agit enfin de se sentir entier. Mais toute idéalisation porte sa chute programmée. Plus le piédestal est élevé, plus l'effondrement est violent. De petites failles deviennent des trahisons symboliques. Le partenaire n'a pas échoué. C'est la fantaisie qui s'est révélée insoutenable. La déception amoureuse n'est pas la fin de l'amour, c'est le début de la réalité. Lorsque le mythe s'effondre, surgit la possibilité de voir l'autre tel qu'il est. À ce moment-là, beaucoup fuient. D'autres restent et entament le processus le plus rare. Aimer sans projection. L'attraction intense n'est pas aléatoire, elle suit la logique cachée de la blessure. Nous sommes magnétiquement attirés par ce qui résonne avec nos douleurs non intégrées. Ce qui semble chimie est, en réalité, une reconnaissance inconsciente d'un schéma émotionnel connu. Des blessures similaires se rapprochent cherchant compréhension. Des blessures complémentaires se rencontrent cherchant répétition. L'abandon attire l'évitement. Le contrôle appelle la soumission. Non par choix conscient, mais par fidélité au scénario interne. Cette dynamique crée des relations profondément intenses et également destructrices. Chaque geste du partenaire touche une mémoire ancienne. Chaque silence rouvre une absence primordiale. Le présent devient simplement le déclencheur d'un passé qui n'a jamais cicatrisé. Tant que la blessure n'est pas reconnue, la relation devient une compulsion. On n'aime pas la personne. On aime la douleur qu'elle active. Le lien se maintient non par le plaisir, mais par la familiarité de la souffrance. Tout amour profond est une réécriture psychique. L'enfance ne se termine pas. Elle change simplement de décor. Nous cherchons chez le partenaire ce qui nous a un jour été nié ou imposé. La relation devient la scène où nous tentons, enfin, de réécrire l'histoire. Le partenaire assume des rôles inconscients. Mère, père, juge, sauveur ou bourreau. Peu importe qui il est réellement. Ce qui importe, c'est la place symbolique qu'il occupe dans la narration interne de l'autre. Ces réécritures expliquent des réactions disproportionnées. Un retard devient abandon. Une critique devient rejet absolu. On ne réagit pas au présent. On réagit à la mémoire émotionnelle activée. Tant que l'individu ne reconnaît pas ce retour infantile, il reste piégé dans des relations qui exigent une réparation impossible. Aucun partenaire ne peut guérir ce qui appartient au passé. La maturité amoureuse commence lorsque cette attente est retirée. Ce qui dérange le plus chez l'autre est rarement étranger. C'est trop intime.
L'ombre rejetée cherche à s'exprimer et trouve chez le partenaire le lieu parfait pour se manifester. Le défaut perçu à l'extérieur est le trait à l'intérieur. La critique constante est une confession déguisée. Le jugement obsessionnel révèle une lutte interne non résolue. Le partenaire devient le porteur de ce que l'individu refuse de reconnaître en lui-même. Cette projection de l'ombre crée des relations marquées par le conflit et la moralisation. L'un doit être le fautif pour que l'autre se sente correct. L'un porte le chaos pour que l'autre préserve l'illusion d'ordre. L'intégration de l'ombre dissout ce jeu. Lorsque l'individu reconnaît sa propre obscurité, le partenaire cesse d'être un ennemi. La relation cesse d'être un champ de bataille et peut, enfin, devenir un espace de conscience.